Bonjour tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Débrief hebdomadaire de tous les deux, j'allais dire, avec Catherine Tricot et Pablo Pievivien. On va aborder deux questions. La question du projet de loi immigration qui est en ce moment discuté au Sénat et dont le vote final doit avoir lieu en mardi prochain. Mais avant de parler de ça, on va faire un point sur quand même ce qui a animé politiquement la semaine, à savoir cette marche contre l'antisémitisme de dimanche qui a été initiée, lancée, proposée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et Gérard Larcher, le président du Sénat, dans une interview sur TF1. Une marche contre l'antisémitisme à laquelle on refusait de participer deux entités importantes de la gauche au sens large, à savoir la CGT d'une part. J'ai interviewé Sophie Binet dans la matinale vendredi sur le sujet, et la France Insoumise, qui l'a annoncé par voie de communiqué. Donc il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est que c'est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, dans un tweet qui s'est prononcé là-dessus en premier, en gros, il a dit... Deux raisons qui sont celle de la CGT, celle de la France Insoumise. Exactement, exactement. Tu commences par la France Insoumise. Par la France Insoumise, exactement. Parce que c'est dans l'ordre... Dans la chronologie, ça a d'abord été cette raison-là qui a été avancée. C'était, en gros, on ne va pas manifester avec des gens qui soutiennent inconditionnellement, hein, ça c'est pour Yael Braun-Pivet, qui soutiennent inconditionnellement la riposte les massacres à Gaza. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'a écrit. Manifester contre l'antisémitisme. Au prétexte de manifester. Donc, exactement, c'est ce qui a été noté par beaucoup de commentateurs, et y compris par nous-mêmes, c'est que Jean-Luc Mélenchon, dans ce tweet, considérait que l'antisémitisme était un prétexte. Ça, c'est la première partie. Et puis, dans un deuxième temps, comme Marine Le Pen, notamment, et Jordan Bardella pour le Rassemblement national, et puis, d'un autre côté, Éric Zemmour pour Reconquête, ont annoncé participer à la manifestation et ont appelé à manifester, il y a eu cette problématique de est-ce qu'on accepte de manifester aux côtés de l'extrême droite. Donc ça, c'est aussi dans les arguments de la France Insoumise, et c'est l'argument principal de la CGT pour dire qu'on n'y va pas, parce que on ne manifeste pas avec les fachos, on ne manifeste pas avec l'extrême droite. Voilà, c'est les deux principaux arguments. Peut-être commence. Qu'est-ce que tu as à y répondre? Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Avant de savoir si on manifeste avec les fachos et si la manifestation de dimanche sera un soutien inconditionnel au massacre de Gaza, ce que je voulais dire deux, trois petites choses avant d'en discuter, c'est que puni. C'est que Olivier Faure avait fait quelques jours auparavant la proposition qu'il y ait une manifestation. Alors malheureusement, il avait commencé par dire avec toutes les forces politiques, donc y compris le Front National, puis après il s'est rétracté, donc sans le RN. Mais ce que je note, c'est que on est dans un niveau de faiblesse, et en tout cas le Parti Socialiste dans un niveau de faiblesse tel que sa proposition n'a pas eu de poids, de relais. C'est-à-dire que je pense que ça doit nous faire réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, le Parti socialiste n'est pas en mesure aujourd'hui d'initier un mouvement d'ampleur sur un sujet comme ça. Donc voilà, la politique, c'est aussi le poids que l'on pèse. Et là, c'était quand même sévère pour les socialistes. La deuxième chose, c'est que je trouve que ce qui se passe sur le plan de l'antisémitisme justifie totalement une réaction de la République, et que donc que ce soit la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui prennent l'initiative de cette riposte, moi ça me paraissait tout à fait normal et absolument légitime et sans problème. Donc j'étais plutôt contente qu'il se passe quelque chose, parce que je ne pense pas que ce soit un prétexte. Je pense qu'il se passe
on pourra peut-être en dire 2 mots sur la question de l'antisémitisme et de son ampleur, matière à réagir et à réagir dans l'unité et de façon très claire. Donc, que les représentants du Parlement, en leur personne, appellent à ce rassemblement, ça me paraissait bienvenu. La troisième chose, c'est qu'évidemment, l'ambiguïté qui a été celle du rassemblement, enfin, à l'égard du Rassemblement national par l'initiative de Yaël Braun-Pivet et du président du Sénat, Gérard Larcher, a fait que, depuis, se développe une polémique en France qui fait que, au fond, on est revenu sur nos salades et que la question de l'antisémitisme est passée au second plan. Et je redoute, je pense, enfin j'anticipe qu'il n'y aura pas le soulèvement et l'indignation qui auraient dû être au rendez-vous dimanche. C'est-à-dire que je dis pas dans le mar de café, mais je pense que toutes ces salades, toutes ces engueulades ont fait passer, à mon avis, au deuxième plan, au troisième plan ou à l'arrière-plan, enfin ou pas de plan du tout, l'objet de la manifestation. C'est-à-dire que la question de le débat sur l'ampleur de l'antisémitisme et la nécessité d'y faire face et d'y réagir le plus fermement possible, c'est plus tellement de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est est-ce qu'on manifeste ou pas avec le Rassemblement national et est-ce que la France insoumise aurait dû venir ou pas à ce rassemblement, et est-ce que, etc. C'est pas que je considère que ces questions-là sont sans importance, hein, encore une fois. Je pense pas que c'est mais on peut en discuter dans un deuxième temps. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que, alors qu'il aurait fallu une réaction ferme et unitaire de la France devant cette situation, je pense que ça passe à l'arrière-plan et que ça ne mobilisera pas comme ça devrait mobiliser. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je pense que la lutte contre l'antisémitisme est consubstantielle de la lutte contre le Rassemblement national. Et donc, que de dire, et d'ailleurs, c'est les mots que j'ai utilisés dans une vidéo que j'ai faite pour Regard, où j'appelais à manifester. J'ai dit oui, la République tout entière, ou je sais plus exactement les mots que j'ai utilisés en fait, la République tout entière doit se mobiliser, etc. Le problème, c'est que dans la République tout entière, si je mets aussi les antisémites, c'est-à-dire si je mets aussi, mais pire que les antisémites, c'est-à-dire les producteurs de la pensée antisémite, c'est-à-dire les moteurs de l'antisémitisme en France, que sont l'extrême droite, alors c'est un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que d'accepter dans une manifestation que des gens qui sont encore identifiés aujourd'hui comme des producteurs de la pensée antisémite manifestent contre l'antisémitisme. En fait, je trouve qu'il y a un paradoxe, une contradiction qu'il est logique d'interroger. Et donc ça fait partie du problème. Donc je suis d'accord que ça fait partie du problème. Ouais. Le problème, c'est que maintenant, ce qui fait partie du problème est devenu le problème. On ne parle plus que de cela. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que... Non, mais et quand on en parle, en plus, si je vais au bout de ma pensée, c'est quand on en parle de mauvaise manière. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de demander aux uns et aux autres, est-ce que Jean-Marie Le Pen est un antisémite? Et est-ce que Duras-Fourcuit et Crématoire était une blague antisémite grave, pas grave, un peu grave, etc. Je regrette, mais pour moi, je pense qu'on ne prend pas la mesure de l'antisémitisme qui est en train de se libérer. Le problème du Rassemblement national, c'est qu'il ne se réduit pas dans la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen. Le Rassemblement national se construit structurellement sur une idéologie nationaliste, xénophobe, du bouc émissaire, le bouc émissaire étant historiquement les Juifs, avec une dimension qui leur est spécifique, mais qui s'est élargie également très largement, notamment en Europe, aux musulmans. Donc c'est le fond de leur pensée, et c'est cela qui n'est pas interrogé. Donc on parle de est-ce que Marine Le Pen peut venir ou pas à la manif, mais on ne parle pas, de ce que c'est que l'antisémitisme, de ce qu'est en quoi profondément le Rassemblement national pose un problème, parce que il est, encore une fois,
structuré par le bouc émissaire. Dans les boucs émissaires, historiquement, il y a les juifs, et aujourd'hui, il y a la dimension des musulmans comme nouveau bouc émissaire, c'est-à-dire coupables de tous nos maux et de notre affaiblissement et des dangers, etc., etc. Donc ça, il n'en est pas question. Donc, quand je dis toutes ces salades, c'est que pour moi, c'est de la mousse et qu'on ne discute pas des choses sérieusement et que quand on ramène ça aux blagues de Jean-Marie Le Pen, je ne suis pas d'accord et que quand bien même on mettrait Jean-Marie Le Pen de côté, on n'aurait rien réglé. Ce qu'a fait cette députée Rassemblement National ou ce qu'a concédé du bout des lèvres Jordan Bardella ne change rien absolument rien à l'histoire. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, le changement dans la semaine du positionnement de Jordan Bardella sur la qualification d'antisémite à Jean-Marie Le Pen, parce qu'il a d'abord dit Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, et puis 3 jours après il a dit oui, en fait finalement il est antisémite. Effectivement, ne change rien au fond de l'affaire, que tu as parfaitement décrit. Ceci étant dit, j'ai aussi fait une interview qui a été publiée ce matin avec Jonas Pardo, qui est un formateur sur les questions d'antisémitisme, et il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit aujourd'hui, il y a 2 pôles. Il y a le pôle des producteurs de la pensée antisémite et les pôles reproducteurs de la pensée antisémite. Dans les pôles producteurs, il en identifie 3 principaux. L'extrême droite, l'Église catholique et le djihadisme et l'islamisme. Ces 3 pôles produisent en fait de la pensée antisémite. Et puis il y a les pôles reproducteurs. Et dans les pôles reproducteurs, il y a la gauche. Et il y a la gauche en fait qui parfois récupère certains imaginaires, certains vocabulaires et peut manifester dans son espace. En fait, il y a des manifestations de l'antisémitisme. Moi, je trouve que cette façon de répartir, d'envisager en fait l'espace antisémite est intéressante parce que elle permet à la fois de pointer la responsabilité première de l'extrême droite, du djihadisme international et de l'Église catholique, et dans un deuxième temps, la question de la gauche, c'est-à-dire de ce qu'on fait dans nos espaces, parce que dans nos espaces, de ce qu'on tolère, mais même de ce qui nous structure. Parce que en vérité, c'est ce qu'il explique très bien. Je vous renvoie à l'interview. Il y a une construction en fait de l'imaginaire anticapitaliste qui s'est faite aussi sur le dos du juif et qui aujourd'hui continue en fait de se faire dans une certaine mesure sur le dos du juif. Par exemple, il utilise ce truc qui est assez juste et moi que j'ai entendu, y compris dans ma famille. Finis ton assiette, on n'est pas chez les Rothschild. C'est-à-dire que moi, on m'a dit ça quand j'étais petit. Finis ton assiette, on n'est pas chez les Rothschild. C'est une remarque qui est profondément antisémite parce qu'elle assimile, la famille Rothschild à, en gros, les riches et les gaspilleurs, exactement, là, et même le pouvoir. Enfin, et tout ça, en fait, ça, il faut le déconstruire. Ça, on peut pas le laisser passer parce que c'est sur ces imaginaires latents, en fait, que se fonde aujourd'hui l'antisémitisme, et ne pas réussir à reconnaître en fait l'antisémitisme dans sa propre identité, dans ses propres espaces, fait que à un moment, effectivement, tu n'arrives plus non plus à le reconnaître dans la société. Les préjugés antisémites, l'antisémitisme qui était le plus virulent, les Juifs ne sont pas des Français comme les autres, recule. En revanche, l'idée que les Juifs sont plus riches et plus puissants que les autres, et je ne sais plus qui disait récemment, mais qu'en fait, ils ne sont pas considérés comme une minorité. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils sont du côté des puissants et pas du côté des opprimés. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'en France, par exemple, ce sont eux et eux seuls qui sont tués en tant que juifs. Donc, pour revenir quand même. Donc cette discussion que nous avons là et la midinale que tu as faite hier et qui a été publiée ce matin.
sont super intéressantes, mais c'est complètement passé au second plan. Tout ça, si tu veux, t'as la France insoumise qui fait j'y vais pas parce que moi jamais avec les antisémites, après avoir dit moi jamais avec les soutiens des massacres à Gaza. Mais ça lui permet pas de se poser des questions sur éventuellement ses propres tolérances et en tout cas ça la met en dehors d'un combat qui doit être un combat large et unifiant du pays. Et nous avons besoin de combats qui nous unifient, et celui-là, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme et la lutte pour la paix font partie des combats qui doivent nous unifier. Il y a une deuxième chose qui est très importante par rapport à la présence du Rassemblement national dans la marche de dimanche, c'est que il faut bien avoir en tête, là on enregistre ça vendredi soir, dimanche peut être un moment de bascule dans la stratégie de normalisation et de dédiabolisation de l'extrême droite, si jamais Marine Le Pen et éventuellement Éric Zemmour, Jordan Bardella et consorts arrivent à faire cette manifestation, à participer à cette manifestation, et que, en gros, tout se passe crème, sans problème. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser... je vais dire un truc un peu caricatural, mais la rue, elle appartient à la gauche. Et on se bat pour cette rue, en fait. Et je suis désolé, mais là, j'ai l'impression qu'on a déserté la rue et que, genre, on les laisse manifester, on va lui laisser faire des selfies et et dire je suis pas antisémite, etc. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable. C'est pour ça que je pense qu'il faut peut-être pas qu'il y ait massivement des gens de gauche, parce que de toute façon maintenant, avec ce qui s'est passé avec la CGT, enfin les prises de position de la CGT et de la France Insoumise, que je renie, moi je suis désolé, je suis pas... moi je les trouve pas du tout sur le... Et je voudrais bien en parler, parce que pour moi les positions de la CGT et celles de l'AFI ne sont... Oui, quand bien même elles aboutissent à la même décision pratique, t'as raison. Nous n'en serons pas. C'est pas du tout pour le même cheminement et c'est pas du tout inscrit dans la même histoire. T'as raison. Mais même pour la CGT qui n'appelle pas à y participer, j'espère en fait qu'il y aura des gens de gauche qui manifesteront leur désapprobation à ce que dans le Rassemblement national et Reconquête participent à cette manifestation. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'elle soit huée. C'est impératif en fait qu'elle soit huée pour que l'image en fait que ensuite elle utilisera dans sa communication ne puisse pas être une image de Marine Le Pen n'est pas antisémite et s'est apaisée, etc. Non, en fait, elle ne doit pas être acceptée. Et là, je vais donner le point, même si ça va hérisser le poil, à mon avis, de beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Mais le CRIF et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ont chacun de leur côté communiqué pour dire le Rassemblement national n'est pas le bienvenu dans cette manifestation dimanche. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre en place matériellement, pratiquement, pour que véritablement le Rassemblement national ne soit pas le bienvenu. J'espère qu'il y aura des choses, des manifestations concrètes et pas violentes. Enfin, je suis pas en train d'appeler à la violence à l'encontre des membres du Rassemblement national, ni même de Marine Le Pen, mais j'espère qu'il y aura des manifestations de cette désapprobation qui doit être ferme, parce que sinon, franchement, ça me fait mal, ça me fait peur. Oui, il y a eu cette proposition symbolique qui se cherche, parce que la proposition de la gauche d'avoir un espèce de cordon sanitaire, c'est-à-dire on ne manifestera pas avec eux, et donc d'avoir comme je sais pas comment ils vont manifester la séparation, mais un cordon derrière, on sera pas avec eux, mais moi je suis d'accord avec toi que ça ne suffit pas, c'est-à-dire il faut pas qu'ils puissent devant tranquillou pépère faire leur petite balade de santé, il faut que ça leur soit impossible. Je me souviens quand Madame Knoll avait été quand il y a eu la manifestation après son assassinat, je me souviens que à l'époque, les élus de la France Insoumise considéraient que c'était pas du tout un prétexte et qu'il fallait être présent, et qu'ils avaient été vraiment chahutés. Moi, je me rappelle de Clémentine Autain nous racontant comment ça s'était passé, et ça avait été très violent, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont eu de la peine et du mal à rester dans la manifestation parce que des ultras de droite avaient essayé de les sortir de la manif,
Et ça avait été physiquement difficile. Ils avaient aussi sorti le Rassemblement national à ce moment-là, bien sûr. Bien sûr. Elle avait été chahutée. En tout cas, ce dont moi je me souviens, c'était de la France insoumise, bien sûr. Et que j'avais trouvé ça extrêmement choquant. Que je veux dire, tu vois ce qu'on est en train de discuter, c'est que là on est en train de discuter de la place des uns et des autres dans ce combat, mais en fait on ne parle pas, on parle du Front National. Évidemment que c'est une question importante, le Front National dans le dispositif, mais comme tu l'as dit, d'abord il y en a 3, donc il n'y a pas que le Front National, et ensuite c'est quand même des histoires qui sont plus anciennes encore, tu vois, et nous ne parlons que du Front National, c'est-à-dire qu'on est polarisé et on ne regarde pas les deux autres et on ne se regarde pas nous-mêmes, c'est-à-dire que toute cette discussion, encore une fois, à mon avis, elle occulte la question profonde qui est comment on combat l'antisémitisme. Et d'abord, on le combat en le déclarant illégitime, en déclarant qu'il n'a pas sa place, que la République est indignée de ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi moi je suis pas d'accord avec la tournure qu'ont pris les événements. Alors, deuxième chose que je voulais dire à propos de la CGT, c'est que les syndicats, ça fait longtemps que les syndicats sont très mobilisés sur la question de l'extrême droite. Ça fait peut-être 15 ans qu'ils ont je crois qu'ils ont un intergroupe ou un truc comme ça où ils réfléchissent, ils réfléchissent ensemble. Il y a 2 secrétaires confédéraux, par exemple, qui aujourd'hui sont en charge de la lutte contre les idées d'extrême droite. Voilà. Nathalie Bazir et Thomas Vacheron. Voilà, c'est à la CGT. À la CGT. Et Manu. Oui, mais c'est vrai dans les autres syndicats. Exactement, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est vrai à la CFDT, c'est vrai à Solidaire. Je sais pas si à FSU comment ils sont positionnés, comment ils sont organisés, mais c'est une question qui occupe les syndicats et qui les occupe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la trouille de se faire bouffer. Exactement. Par l'extrême droite, de l'intérieur. Donc c'est peut-être que la question ne se pose pas exactement de la même manière. Je veux dire, la France insoumise n'est pas menacée d'être noyautée, par l'extrême droite. Par contre, dans la CGT, ils ont ce problème d'avoir des gens qui se prévalent de la CGT pour ensuite mener le combat politique de l'extrême droite. Donc la CGT, ils ont une position radicale. Et vous vous rappelez que quand Sophie Binet est devenue secrétaire de la CGT, elle a refusé dans un premier temps de répondre à CNews. Et, pas dans un premier temps. Non, elle a refusé, oui, mais elle s'est excusée sur la manière qu'elle a eu de le faire vis-à-vis du journaliste. Oui. Parce que voilà, le journaliste qui était là, c'est probablement un pigiste précaire qui en pouvait mettre alors qu'elle l'a envoyé chier. Donc elle a quand même eu de la considération pour cette personne-là en tant que journaliste, probablement qui ne adhère pas forcément aux idées de CNews, mais elle a dit « je ne répondrai pas à CNews, je n'irai pas sur les plateaux de CNews ». Ce que je veux dire, c'est que c'est une position qui n'est pas une position liée à cette manifestation, c'est une position constante, installée sur des années et des années de digues. On ne lâche pas les digues parce qu'elles nous menacent. Voilà. Et donc, en ce sens, je veux dire, ça peut apparaître comme étant convergent, ce n'est pas la même, on n'entre pas de la même manière dans l'un et l'autre. Et dernier point, il y a eu un rassemblement jeudi soir devant Japy où il y avait très peu de monde. Organisé par le RAR. Oui, mais on se donne bonne conscience en faisant ça. Donc, Japy, c'était un lieu où on a concentré les Juifs pour la déportation et on a voulu commémorer la nuit de cristal. Et donc, pour dire qu'on est du côté de la lutte contre l'antisémitisme, on fait notre truc à part pour ne pas être avec le reste de la France dimanche. Pour moi, c'est une conception, d'abord, qui est une conception de bonne conscience, parce que c'est pas, il y avait 200 personnes, tu m'as dit que tu y étais, mais il n'y a même pas 200 personnes. Donc voilà, c'est juste pour se raconter que on a fait quelque chose. Non, on n'a pas fait quelque chose en faisant un rassemblement comme ça. Le rassemblement, c'est de faire grossir une grande manifestation et de trouver comme tu dis souvent ton expression, les voies et moyens pour que l'extrême droite n'y soit pas légitime, mais qu'il soit dit haut et fort que la République française, les Français n'acceptent pas l'antisémitisme, n'acceptent pas le racisme, n'acceptent pas les boucs émissaires, qu'ils soient juifs ou musulmans. Deuxième sujet. C'est presque le même. C'est presque le même. Non, c'est pas exactement le même, mais c'est aussi les porosités avec l'extrême droite, quoi. Exactement. Donc le projet de loi immigration,
je sais pas, énième projet de loi, je sais même pas à combien on en est là depuis 30 ans. 29e, en fait, ça, 29e, 30e. C'est comme le nombre de 49.3, on les compte plus. Donc, ce projet de loi qui est examiné au Sénat, donc c'est intéressant, ça commence au Sénat, parfois ça commence à l'Assemblée nationale, là ça a commencé au Sénat. C'est un choix. Hasard. Ah bah exactement, c'est un choix qui n'est pas anodin, vu que quand même le Sénat penche très largement à droite, à une majorité de LR. Et que c'est Retailleau qui dirige. Retailleau, non, mais je veux dire, c'est pas non plus n'importe quelle droite. Hein. Je veux dire, c'est quand même Retailleau. Il a été candidat pour diriger le parti et je sais pas s'il était candidat à la primaire, je me rappelle plus, mais enfin bon. Oui, il était candidat à la primaire. C'est quand même c'est l'aile filloniste. C'est un filloniste intégriste. Enfin, je veux dire. La droite la plus conservatrice et réactionnaire qui soit. Les débats en fait qui ont eu lieu cette semaine sont, franchement, j'ai pas d'autre mot que de dire, ils sont épouvantables sur une foultitude de questions. Enfin, c'est vraiment la foire à la xénophobie et au racisme, à l'amalgame, et genre à ne plus pouvoir en écouter quoi. C'est vraiment atroce. Et ils ont abouti donc notamment à il y a 2 articles qui ont été particulièrement observés. Ils ont notamment donc fait une proposition qui a été votée favorablement de suppression de l'aide médicale d'État au prétexte que ça coûte cher aux contribuables et on peut plus se permettre ça ou je sais pas quoi. Et l'appel d'air. Exactement, comme s'il y a des gens qui venaient en France juste pour se faire soigner. Je rappelle que l'aide médicale d'État, c'est 0,5%. 0,05% pardon, des dépenses de santé. Donc, autant te dire, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est résiduel. C'est 1 milliard sur 350 voilà, c'est résiduel. D'autre part, et ça, moi, c'est quand même, j'ai vu quand même un sursaut de la part de médecins, y compris de médecins de droite, sur les réseaux sociaux qui ont dit non mais là, en fait, les gars, vous débloquez complètement. Enfin, on n'acceptera pas en fait que cette aide médicale d'État soit supprimée. Enfin, je veux dire, notre serment d'Hippocrate, c'est on soigne tout le monde et peu importe s'ils n'ont pas d'argent, s'ils n'ont pas de papier, s'ils n'ont pas de machin, ils vont. L'aide médicale d'État, en gros, c'est pouvoir aller dans un hôpital et qu'on ne vous demande pas votre pièce d'identité. C'est-à-dire, et on vous soigne de façon inconditionnelle. Ou dans un cabinet médical, ou c'est dans pas un cabinet simplement médical. Exactement. à l'hôpital. Mais moi, je trouve que c'est, oui, dans un cabinet, bien sûr, médical. Mais je trouve que c'est l'hôpital, tu vois, qui est quand même un service public. Imaginez, en fait, que des gens ne puissent pas, alors qu'ils sont dans une situation plus ou moins grave, ne puissent pas se faire soigner. C'est absolument scandaleux. Il y a les problématiques de santé publique qui sont avancées par certains défenseurs de l'AME, parce que ça voudrait dire, en fait, que vous avez des gens présents sur le territoire qui ne peuvent pas se faire soigner. Donc, je sais pas, moi, admettons, vous avez la tuberculose et vous êtes sans papier, en fait, ou le Covid, exactement, vous pouvez pas vous faire soigner, donc au-delà du fait que potentiellement vous allez crever par manque de soins, vous pouvez le refiler à d'autres, et si on commence à avoir des foyers de tuberculose en France, parce que des gens ne peuvent pas se faire soigner, c'est dramatique, mais enfin, ça c'est la problématique de santé publique, puis il y a la problématique humaine, et qui est absolument scandaleuse, et donc, quand même, j'ai espoir qu'à l'Assemblée nationale, ça soit retoqué, que la mobilisation actuelle des médecins contre cette suppression de l'AME porte ses fruits. Et après, je te laisserai parler là-dessus, mais il y a le deuxième article qui est très qui nous intéresse énormément. C'est l'article qui va voir la régularisation des travailleurs sans papier de certains métiers en tension. Voilà. Alors attention, c'est parce que j'ai interrogé Benoît Hamon et je lui avais dit certains secteurs en tension. Il m'a dit non, c'est pas certains secteurs, c'est certains métiers. C'est beaucoup plus précis que certains secteurs. Donc on va choisir c'est pas l'hôtellerie. C'est pas l'hôtellerie, voilà, c'est tel poste dans femme de ménage dans l'hôtellerie. Exactement. Après, je te laisserai parler sur ça, mais en gros, je me réfère à Benoît Hamon, qui dirige une association dans la Midinale, dans l'excellente Midinale, monsieur avec Benoît Hamon. Benoît Hamon, donc, qui dirige Singa, une association qui travaille à l'inclusion des personnes immigrées, qui me disait, ça va correspondre au maximum quelques milliers de personnes, donc c'est vraiment encore une fois très résiduel, et que de toutes les façons
mais ça c'est à titre personnel, moi je m'inscris en faux contre cette vision utilitariste en fait de la migration, c'est-à-dire réduire les personnes qui arrivent sur le territoire français à des forces de travail, des forces potentielles de travail, et juste n'accepter de les intégrer que si on y voit une utilité pour la France. Je trouve que c'est une vision, encore une fois, totalement inhumaine de la façon dont on devrait accueillir les gens qui arrivent sur le territoire français, d'autant qu'on parle de gens qui ont souvent des parcours pour arriver jusqu'en France particulièrement complexes, qui ont des envies qui sont des envies d'horizon en fait, que aujourd'hui je pense que nous ne sommes pas en capacité de nier et de dire oh, bah, tout ça n'existe pas, on en a rien à foutre, etc. Et le dernier point qui est très important, c'est que les gens qui arrivent sur le territoire français sont plus diplômés que les Français. Et ça, c'est un point quand même qui est important, notamment des titulaires. Si on prend le niveau Bac+3, c'est-à-dire des titulaires de licence, eh bien, il y en a beaucoup plus parmi des personnes migrantes sans ou avec papier que des Français. C'est-à-dire que en fait, on va leur proposer des métiers, on va leur dire, vous pouvez être régularisé si vous prenez des métiers, en gros, sous-payés et sous-diplômés, enfin, alors même que ces gens-là pourraient apporter à la France, à la société française, beaucoup plus dans la mesure où leur diplôme leur permettrait d'avoir accès à d'autres postes. Donc je trouve ça dégueulasse à tous ces points de vue. Alors, on a déjà souvent parlé, maintenant ça va faire depuis le mois de septembre, cette question est revenue dans de nombreux débriefs, donc on ne va pas reprendre tous ces arguments que tu viens d'en reprendre. J'en ajouterai un que j'ai trouvé pas mal de Grimaldi, le professeur Grimaldi, qui dit en gros, on leur prend leur médecin, on est tout à fait d'accord pour que leurs médecins viennent chez nous, mais par contre, pas leurs malades, quoi. C'est-à-dire qu'on leur retire, l'AME, mais par contre, on est prêt à récupérer médecins et infirmières, hein, parce que c'est pas que les médecins, mais enfin, qui va à l'hôpital, sait à quel point l'hôpital repose sur ces personnes qui ont été formées, qui ont appris la médecine et que l'on fait venir en France. Donc, je trouve que dans le genre de cynisme absolu, c'est incroyable. Moi, je voulais juste dire que là, on assiste, enfin, à cette alors, là, je parlerai que des aspects plutôt politiques. Comme tu l'as dit, en fait, cette affaire de l'article 3 est un masque qui a occulté le reste et toutes les choses absolument dégoûtantes, pratiques qui se sont passées, c'est-à-dire avec des allongements de délais pour avoir droit au même droit que tout un chacun quand tu travailles, aux aides, à la CAF, à la retraite, etc. Bon, bref, c'est vraiment tout à fait infect parce que les personnes il y a des droits différents qui sont en train de s'installer avec les personnes immigrées et qu'on a tout caché derrière l'article 3. Mais la deuxième chose que je veux dire, c'est que en effet, ça définit une stratégie de la droite au Sénat qui est donc sous la conduite de Retailleau, qui a vraiment un projet politique. On se souvient que la semaine dernière, on a fait notre débrief à la suite de la décision du Sénat d'interdire l'écriture inclusive dans tous les documents officiels, voire de droit privé. Et donc, après avoir été contre des mesures sur la limitation des engrais et la facilitation des éoliennes, c'est-à-dire ils font un axe, c'est-à-dire Retailleau pense que l'axe de reconquête et de repositionnement de la droite, c'est contre l'écologie, contre les femmes, contre les migrants. Enfin, il définit un contour de ce qu'est la droite qui est absolument, d'abord épouvantable, ça c'est mon point de vue, mais à mon avis complètement en dehors de la réalité du monde. C'est-à-dire Retailleau, qui est un manifestant de la Manif pour tous et qui est un intégriste, je veux dire, là il est complètement à côté de la plaque sur ce qu'est la société française. C'est-à-dire qu'il est au-delà, bien plus loin que la réalité des attentes des Français qui pensent plutôt qu'il y a un problème avec le réchauffement climatique, qui pensent plutôt qu'il faut considérer les femmes à l'égal des hommes, qui pensent plutôt que le racisme n'est pas une idée géniale. Donc ça, c'est la première chose. La troisième chose plutôt, c'est que la position de Darmanin a été infecte.
c'est-à-dire qu'il a tout laissé passer, il s'est pas prononcé, c'est-à-dire qu'il s'est mis en retrait, ce qui a permis à toutes ces propositions d'être adoptées et que c'est ce texte-là qui va arriver à l'Assemblée nationale. Donc ils se sont pas opposés, le gouvernement ne s'est pas opposé, et toujours avec la même idée, qui est en fait, Darmanin a un calcul politique qui est de se dire je vais essayer d'être le leader de cette droite rance et xénophobe et réac, sécuritaire et rance, et que c'est comme ça que je vais réussir à contrer la poussée de Marine Le Pen. Aujourd'hui, il n'y a pas de voie dans cette direction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recommencer le calcul de 2007, quand Nicolas Sarkozy a marché sur les terres du Front National et a ratiboisé Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle. Marine Le Pen est suffisamment installée et ses idées sont suffisamment structurées. Aujourd'hui, on ne battra le Front National qu'en combattant le Front National et ses idées, pas en essayant de l'amadouer, de le contourner. Je trouve que la responsabilité, quand bien même Véran prend les positions que tu as saluées tout à l'heure à propos de la présence de l'extrême droite à la manifestation, avec lequel on peut être d'accord, d'une façon générale, il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout dans la stratégie globale du gouvernement vis-à-vis de l'extrême droite, où ils sont toujours en train d'aller dans ce sens-là. Je ne dis pas que c'est pour qui se sont convertis à l'extrême droite. Ils ont cette idée qu'ils vont réussir à contourner, à éteindre le feu de l'extrême droite en mettant un peu d'eau, un peu d'onguent. Ben non, pas du tout. C'est pas ça qui va se passer, c'est que l'extrême droite est suffisamment forte pour que si tu alimentes le feu, que ça prenne et que leur responsabilité sur le plan idéologique, elle est très grande. On va s'arrêter là, mais j'aimerais juste quand même finir sur une bonne nouvelle. Allez. C'est le retoquage par le Conseil d'État de la dissolution des soulèvements de la terre, qui est quand même quelque chose qui est importante, même si ce que ça démontre surtout, c'est la nullité de Gérald Darmanin, mais qui est quand même toujours un peu rigolote à noter. C'est-à-dire que genre, il prend des arrêtés de dissolution comme ça, il fait prendre des décisions de dissolution, mais mon gars, en fait, je suis désolé, mais les institutions, ça fonctionne pas. C'est pas le bon vouloir du ministre de l'Intérieur qui a envie de dissoudre ce truc. Oui, mais ça a été décidé en Conseil des ministres. Hein. Donc, mais je suis d'accord. Non, mais c'est pas que sa responsabilité. Voilà, c'est que Darmanin, Macron le laisse filer là. Exactement. Oui, mais au bout d'un moment, il faut aussi reconnaître l'existence dans notre société d'institutions qui font leur boulot et qui disent non mais là stop. En fait, le politique là, il a pas tous les droits et c'est là parce que t'es ministre de l'Intérieur que tu as le droit de dissoudre à l'emporte-pièce des associations. Il reste encore un peu d'état de droit, on va dire. Il reste encore un peu d'état de droit, il va falloir se battre et pour continuer à chérir ces institutions qui aujourd'hui sont les seules garantes de la démocratie. Sur ce bon mot, salut et à la semaine prochaine. Salut.